Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui c'est l'épisode 534 saison 12 autour du Paris Saint-Germain et plus sérieusement c'est simplement un retour autour de l'actualité des dernières semaines en essayant d'élargir le débat autour de la stratégie des grands clubs, notamment au niveau de la marque. Alors je pense que tout le monde y est allé de son commentaire autour de la décision de l'UEFA et du fair play financier vis-à-vis du Paris Saint-Germain qui consiste donc à trouver entre 40 et 60 millions d'euros. On n'a pas vraiment la somme exacte puisque les clubs n'ont pas le club n'a pas communiqué spécifiquement comme l'UEFA, et ce qui est tout à fait logique d'ailleurs, avant le 30 juin, date de clôture des comptes. Je rappelle que le fair play financier autorise en théorie 5 millions de déficit sur les 3 dernières années comptables. Ça peut aller jusqu'à 30 millions si ce déficit est comblé par l'actionnaire. Donc en l'occurrence, ils ont le droit jusqu'à 30 millions de déficit sur les 3 dernières années en compte. Or, on a vu un peu tout ce qui s'est passé l'année dernière, ça a été commenté, souvent mal, on a entendu tout et son contraire. Et on a l'impression que Paris bénéficie de la clémence de l'UEFA, ce qui est déjà assez comique, puisqu'il faut bien rappeler quand même que le fair play financier à la base, c'est un peu pour laisser en place l'ordre établi des très très gros, et ça n'allait pas spécialement faire de cadeau à Manchester City et ensuite au Paris Saint-Germain, c'est-à-dire à des capitaux nouveaux qui arrivent pour bousculer justement cette hiérarchie, même si ce n'est pas uniquement la cause du fair play financier. On aura le temps un jour d'y revenir sans doute à la fin de l'été, et avec des gens qui l'expliqueront bien mieux que moi, mais là c'est juste un peu pour schématiser. Alors, on se dit oui, mais c'est pas normal, ils ont acheté Neymar, Mbappé, blablabli, blablabla, ok. Et on parlait de ce contrat, donc c'est la décote d'un contrat. Je ne vais pas rentrer dans ce débat-là, je n'ai pas les capacités pour le faire pleinement. Néanmoins, je vais dire deux choses sur le Paris Saint-Germain. C'est un club qui est critiquable. Pour beaucoup de points, sa gestion assez bizarroïde au niveau humain, au niveau sportif, avec on décide quelque chose un jour, le lendemain on change d'avis, l'ingérence de certains, oui, il y a plein de choses terribles au Paris Saint-Germain. Néanmoins, on ne va pas apprendre à Nasser Al-Khelaifi à gérer un business, pas plus qu'à Jean-Claude Blanc ou à Monsieur Longuepé, qui était un des bras droits de Jean-Claude Blanc et qui est récemment parti du club. C'est-à-dire que depuis l'arrivée de QSI au Paris Saint-Germain, il y a une stratégie d'internationalisation du club et de faire passer petit à petit le Paris Saint-Germain dans une marque. Le but ultime du Paris Saint-Germain, et ils travaillent dessus, et notamment ils ont accentué ces derniers mois cette politique, c'est de faire du Paris Saint-Germain une marque, au même titre que les New York Knicks, les Los Angeles Lakers, les New York Yankees. Alors, peut-être que les objectifs parisiens sont trop élevés à moyen terme, c'est-à-dire être dans le top 5 ou top 10 des marques mondiales, tout sport confondu, je pense qu'on en est quand même loin. Néanmoins, aujourd'hui, le Paris Saint-Germain est une marque, qu'on le veuille ou non, à travers le monde entier. C'est le seul club français dans ce cas-là. Et c'est également pour ça qu'on a eu autant d'individualités importantes. C'est également pour ça que des mecs comme Zlatan dans leur temps ont été autant mis en avant, même comme Beckham et aujourd'hui Neymar. C'est que indépendamment de l'ego du joueur et tout ce qu'on a pu lui promettre, il y a également une stratégie économique. Avec Neymar, tu vas pouvoir être beaucoup plus crédible et beaucoup plus fort dans la négociation avec des partenaires internationaux, notamment au marché asiatique qui est ciblé par à peu près tous les grands clubs. Et je rappelle que la France a un grand train de retard sur la Première Ligue et sur la Liga, et sur des marques plus établies que sont Manchester United, Chelsea, le Barça ou le Real. Donc Paris arrive avec un déficit, néanmoins est en train plutôt de le combler, et on remarque récemment l'ouverture de bureaux à travers le monde. New York, Shanghai, et récemment ça vient d'être annoncé, Tokyo et Shanghai. C'est Singapour, excuse-moi. New York, Singapour, et prochainement Tokyo, Shanghai. Donc ça te montre l'idée d'internationalisation du club, avec surtout une multiplication des revenus. Des revenus de billetterie, avec évidemment les loges, etc. Mais forcément, tu t'attaques à un seuil, c'est-à-dire que le Parc des Princes, dans sa configuration actuelle, n'est pas celle du Camp Nou, n'est pas Old Trafford en termes de nombre de places. Le nombre de loges également est forcément un peu limité. Donc tu seras toujours un peu ric-rac. Les droits TV également sont un gros problème en France, que tu n'es pas à la hauteur des top clubs. Si tu es destiné à jouer dans la cour des très très grands, tu as besoin de les concurrencer. Donc comment tu vas faire? C'est en multipliant les partenariats internationaux, et c'est ce que fait Paris, qui a signé récemment, je crois, avec une agence sportive chinoise, Desports, un contrat à plusieurs millions. Le site Culture PSG avance que Renault va désormais être un partenaire à hauteur de 6 millions par an, et d'autres négociations sont en cours pour le sponsor maillot et plein d'autres choses. Et en fait, ces marques-là, elles ne sont pas qataris, parce qu'on parle souvent du contrat de QTA, etc., l'office de tourisme qatari. Mais il y en a plein d'autres aujourd'hui. Ce serait intéressant d'ailleurs de faire la liste, et tu les compares aux très grands clubs, et on voit que Paris va justement dans cette direction-là. Donc autant on peut critiquer Nasser El-Khelaifi sur plein de points, par exemple de promettre le brassard à peu près tous les joueurs du club. J'exagère, mais bon, quand même à 5 personnes, je crois. Ça fait un peu beaucoup. Mais globalement, sur la stratégie globale au niveau économique, financière et marketing, je pense qu'il y a un sens. Alors c'est vrai que, comme dans beaucoup de grosses boîtes, donc ça je remercie une amie, elle se reconnaîtra pour me guider un peu dans l'univers un peu scabreux des très grosses boîtes,
C'est vrai que tu as souvent de l'ingérence parce que tu dis voilà, où s'arrête ma limite, c'est souvent mal défini, tu as des postes en double. Donc ça, à la rigueur, c'est un peu normal. Mais pour revenir à ce que je disais, Paris est très très bien géré dans ce domaine-là. Et je dirais même que c'est un modèle pour beaucoup, puisqu'en fait, tout ce qu'ils font, c'est essayer d'être conforme au fair play financier, mais en même temps, de grandir. Et ça va à voir avec la politique générale du Qatar, son investissement dans le sport, pour multiplier les revenus quand tes matières premières un jour s'écrouleront. Enfin, disparaîtront plutôt. Donc ça, c'était le premier point. Le deuxième point autour du Paris Saint-Germain, on entend beaucoup parler du mercato, etc. Est-ce qu'ils pourront dépenser ? Le truc, c'est que déjà, il y a Antero Henrique, qu'Antero Henrique, en privé, ne se cache pas qu'il va faire péter la carte bleue, mais je pense qu'il ne se l'est jamais caché. Et j'avais évoqué dans des vidéos, et c'est réel, la guerre entre Jean-Martial Ribe, le conseiller de Nancy, Antero Henrique, et c'est un peu règlement de compte à OK Corral. Et j'avais toujours eu le doute de me dire, mais chaque année, ça fait pareil au Paris Saint-Germain, t'as tout le monde qui ne se supporte plus, mais en fait, t'as tout le monde qui a ses petits privilèges, et on garde, et finalement, il n'y a pas de décision, personne ne part. Et on garde la même équipe. C'est un peu ce qui s'est passé là cet été. En même temps, c'est compliqué de changer de directeur sportif à ce moment-là, parce que qu'est-ce que tu vas faire ? Tu as un mercato d'été quand même clé avec un nouvel entraîneur et un milieu de terrain à reconstruire. Donc ça, c'est assez compliqué. Tu as pas mal de ventes également à réaliser. Alors il y a quelques mauvaises langues, ou même des langues à l'intérieur du club qui te disent non, mais de toute façon, le vrai directeur sportif, c'est Pini Zahavi, l'agent omnipotent du football international. C'est pas forcément faux. C'est très très loin d'être faux. Je rappelle que les ventes de Lucas et Aurier, c'est lui qui les gère un petit peu. Et pas que ça, on va encore le solliciter cet été. Et c'est surtout les mecs de son réseau qui sont placés ici et là. Mais ça, on aura le temps un jour d'y revenir. Potentiellement dans mon prochain livre aussi. Donc tout ça pour dire quoi ? Que Paris est sur plein de pistes à la fois. Et c'est vrai que la stratégie actuellement au niveau sportif, elle est complètement incohérente. C'est-à-dire que tu ne sais pas exactement où tu vas aller. Il y a également le coach de la réserve. Bon, on ne sait toujours pas ce que ça va être. Je sais qu'Antero Henrique aimerait nommer un entraîneur portugais. Tourelle aimerait justement avoir un pouvoir de décision aussi là-dessus. Tu as d'autres courants de pensée. Mais ça, c'est le Paris Saint-Germain. Ça a été depuis des années. Tu as plusieurs courants de pensée. Et au bout d'un moment, bon, qui décide, qui fait quoi, ça, je ne sais pas trop. Maintenant, quand vous voyez par exemple Paris United évoquer diverses pistes, mais c'est vrai. C'est vrai. Alors il y en a plein qui vont pas se faire, mais c'est comme dans tous les clubs. Le problème aujourd'hui avec le Paris Saint-Germain, c'est que ça va quand même assez loin dans certains contacts. On peut penser à Kanté et d'autres, alors je suis pas spécialement bien informé, mais également pour les ventes. C'est-à-dire que là, clairement, tu as Nasser El Khelaifi, je sais, qui a dressé un peu une liste d'invendables, mais tout le reste, on écoute les propositions. C'est pas parce que tu as à tout prix besoin de vendre. Avant le 30 juin, un petit peu, tu as besoin d'un peu d'argent, on l'a compris. Mais après, tu as besoin un peu de dégraisser l'effectif sur certains postes parce que tu avais beaucoup de doublons l'année dernière, et surtout pour faire de la place à des nouveaux venus, pour donner un peu de fraîcheur qui s'adapte avec le style de jeu que va réclamer Thomas Tuchel. Donc ça me paraît intelligent, mais le problème c'est que tu as un directeur sportif qui aujourd'hui bosse qu'avec certains agents, notamment Moussa Sissoko, donc agent français qui a Kurzawa, Diarra, Yassine Adli, il a d'autres jeunes au club, c'est lui qui a fait partir Zagadou d'ailleurs, et c'est lui qui essaye de ramener un peu Kanté, sachant que c'est pas vraiment son joueur et tout. J'ai rien contre les directeurs sportifs qui travaillent avec des mecs de confiance, il n'y a pas de souci. Mais ça va être très intéressant de voir ce qui va se passer, puisque je pense qu'on n'est pas au bout de nos surprises cet été, que ça va vraiment faire péter le chéquier dans tous les sens, départ comme arrivée. Alors Antero Henrique s'en est jamais caché, il a toujours été comme ça, il a toujours été un peu borderline, il faut pas jouer les vierges effarouchées aujourd'hui. Mais en fait, ce qui est important, c'est pas de voir la finalité, c'est de voir comment on en arrive là, et pourquoi par exemple le Paris Saint-Germain veut à tout prix faire un ou deux Brésiliens. Ça va peut-être pas être des gros transferts pour ensuite les prêter ici et là. T'as aussi le dossier du club partenaire entre le Vitória Guimarães et d'autres pistes, ou Luciano Donofrio, la personne à tout faire du Royal Antwerp en Belgique, qui certains partenariats, Orléans, bref, il y a plein de dossiers actuellement, c'est quand même globalement flou, en même temps c'est un peu les vacances, on peut le comprendre. Néanmoins, je pense que si autant de jeunes ont hésité avant de signer pro avec leurs agents, c'est parce qu'ils n'ont pas une ligne claire, que ce soit au niveau de la formation qui est absolument en lambeaux, où on met de la pression sur des mecs pour signer avec tel ou tel agent. Bref, c'est un gros foutoir, je voulais d'ailleurs décrire un peu comme ça parce que tu reçois plein d'infos au compte-gouttes qu'ensuite tu vérifies, tu te dis mais attends, qu'est-ce que c'est ? Mais indépendamment de tout ça, indépendamment de cette pétaudière où par exemple tu as Nasser El Khelaifi qui maintenant veut gérer personnellement le dossier de prolongation d'Adrien Rabiot, et si mes infos sont bonnes, parce que par exemple Adrien Rabiot, je terminerai là-dessus, pour le Paris Saint-Germain, il ne peut pas partir libre l'année d'après, ce serait catastrophique d'un point de vue d'image, genre Paris ne peut pas retenir ses bons éléments, ses jeunes éléments. Et surtout au niveau économique, il ne faut pas oublier qu'un joueur, dans la logique pareille, c'est aussi une valeur marchande. Faut pas l'oublier. C'est terrible à dire. Mais chier, moi qui suis pour un truc humaniste. Mais là, c'est la réalité du marché. Donc ils ne peuvent pas. Donc Rabiot a besoin de prolonger. Autrement, tu dois le vendre maintenant. Mais quand tu vois l'attitude, notamment de sa conseillère et de sa maman Véronique Rabiot, moi je comprends que le Paris Saint-Germain commence à en avoir marre parce qu'ils ont passé énormément de choses à ce joueur et à sa maman.
Donc là, je sais que Nasser reprend le dossier en main. Et honnêtement, quand il prend un dossier en main, vraiment, quand il est un peu énervé, demander à Tem Ben Arfa ce que ça fait, c'est jamais très bon signe. Donc ça, c'est aussi une bonne chose pour le Paris Saint-Germain, mais encore une fois, je pense qu'il faut raison garder, il faut arrêter l'ingérence, notamment sur le sportif. Donc on verra, écoutez, je n'en sais pas plus, je ne suis pas dans le secret des dieux. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et puis écoutez, c'est pour ceux qui découvrent la chaîne ou qui regardent simplement les vidéos du PSG, je fais également ces vidéos-là pour peut-être vous inciter à regarder d'autres choses. Il y a pas mal de playlists sur la chaîne, sur foot culture, les enquêtes et tout, donc j'espère que vous aurez la curiosité de regarder ça, ça me ferait très plaisir. Je vous souhaite une excellente fin de journée et n'hésitez pas si vous avez des questions.